Je suis Philippe Parent, directeur qualité et agronomie chez Patate Dolbec et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Allez, je voulais parler Spotify, Apple, vous pouvez aller donner une belle note de 5 étoiles. Ça va aider au podcast à grandir un peu plus puis à être plus facilement retraçable dans les moteurs de recherche. Et aussi, pour ceux qui en veulent encore un petit peu plus, pour écouter des podcasts, vous pouvez vous abonner également au compte Patreon, donc patreon.com/podcast agricole. Au pluriel, à 4 $ par mois. Donc là-dessus, vous allez écouter Dionne et Couture remettre les pendules à l'heure avec mon agronome Alex Couture, où on fait une revue littéraire de chaque mois. Christian en équipe de 1, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je suis vraiment dû. Et aussi, une fois par mois, on a le Dionne et la team Patreon, donc avec tous les abonnés Patreon, on fait un Zoom mensuel avec ceux qui veulent participer, puis on met ça en ligne là-dessus. Donc, hey, aujourd'hui, je suis avec un co-animateur. Salut, Sylvain. Salut, monsieur Eric. Moi, c'est Christian. Oh, ouais, non, non. Tabarouette. T'es-tu pacté, Sylvain? Pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Sylvain Leroux, que vous avez déjà entendu dans le podcast, mettons, anglophone avec Philippe Chou, qu'on avait fait. Philippe Chou. Et puis, t'as participé aussi 2 fois à l'État des cultures. Donc, le dernier qu'on a fait pour le bilan 2022, puis tu avais participé, je pense, c'était au mois de juillet. Oui, je pense, tu as raison. Donc, c'est la première fois que tu participes à un podcast où est-ce que tu ne seras pas filmé. Es-tu déçu? Non, ça fait plaisir. Vraiment content d'être là. Good. Parce que c'est sûr que tu n'es pas à Porte, tu habites à Saint-Placide, pas loin d'Oka. Tu avais affaire dans un coin, puis ça donne que le lendemain, dans le fond, on va avoir de quoi? Ben, ensemble, hein, d'une certaine façon. Fait que ça se fait tout à Drummondville, Saint-Hyacinthe. Demain, c'est à Saint-Hyacinthe qu'on s'en va. Fait que, tu sais, tant qu'à faire de quoi ensemble, c'est sûr que c'est plate d'être tout seul à la chambre d'hôtel, là. Fait que, puis là, j'avais planifié un enregistrement. Puis tu m'en avais parlé, j'ai planifié l'enregistrement, je t'ai oublié. Puis là, je t'en ai reparlé. Ah, moi, y aller avec toi, pas de problème. Fait que, tu sais quoi, Sylvain, si tu as des questions à poser à l'invité, tu te gênes pas. Ça va être juste plus le fun, d'après moi, d'avoir un petit peu plus de questions. Fait qu'on va le challenger comme il faut. Parfait, ça. Hey, on va... bonjour, Philippe, monsieur Philippe Parent de chez Patate Dolbec. Comment ça va, Philippe? Salut, ça va bien? Salut Christian, salut Sylvain. Salut, salut. Ça va très, très bien. Écoute, juste pour faire la dernière fois, quand on a fait le dernier live sur l'état des cultures, une fois que l'enregistrement était terminé, ben, j'avais dit à Sylvain, écoute, Sylvain, je sais que tu voulais venir chez nous, j'enregistre, puis ça te tente de venir? Ah, tu n'as pas de problème. Puis il y a quelqu'un qui a demandé dans le groupe, c'est avec qui tu enregistres? Ben, j'ai dit Philippe Parent de Patate Dolbec. Là, tout le monde a fait, ah oui, avec lui, ah, OK, hein? Là, il y avait peut-être rien que moi et Sylvain qui ne savaient pas t'étais qui, tu sais. Moi, je savais que tu travaillais chez Patate Dolbec, mais à part de ça, depuis combien de temps que tu es là, puis tout, puis tout le monde, tu sais, c'était tous des agronomes, dans le fond, tout le monde te connaissait. On voit que pour être connu de même de peu près de tous les agronomes qui étaient dans le live, ça fait longtemps que tu es là. Ouais, je vais essayer de ne pas te décevoir. Il n'y a pas de problème. Écoute, Philippe, tu sais, dans le podcast, moi, j'aime ça, faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités, des productions, peu importe. Et puis, vous autres, c'est le fun, on va parler des pommes de terre parce que c'est principalement votre marché chez Patate Dolbec. Ça ne s'appelle pas de Patate Dolbec pour produire du maïs, essentiellement. Et puis, vous êtes depuis peu dans la production d'alcool. On va faire un peu un tour de toi, un tour de l'entreprise aussi pour laquelle que tu travailles, que tu dois connaître assez bien les rouages depuis le temps que tu es pour eux autres.
Et puis, on va te laisser aller. Fait que tu vas commencer. Tu vas nous parler un peu, mettons, d'où est-ce que tu deviens, les études que tu as faites, puis tout. Puis, on va te laisser aller là-dessus. Vas-y. Bon, je vais faire un tour de moi, là. Je vais faire ça vite, c'est le moins intéressant du podcast. Écoute, moi, je suis un Gaspésien, moi. Puis, ouais, Saint-Anne-des-Monts. Puis, mes parents, ils m'ont conçu là. À peu près ça, mon père est retourné aux études. On est allé rester à Kansas City, au Missouri. Puis, j'ai resté là 1 an. C'était un beau cadeau qu'ils m'ont fait. J'ai appris à parler anglais là. Puis je parlais franglais, anglais-français mélangé. J'aurais pu rester au Nouveau-Brunswick après ça, puis j'aurais fait partie de la gang. Après ça, j'ai resté 1 an à cette île. Après ça, à Amqui, j'ai resté longtemps, 10-15 ans, puis j'ai vraiment beaucoup aimé rester à Amqui. J'ai fait mon secondaire là, puis puisqu'il n'y avait pas de cégep, là, je me suis en allé à Québec, au séminaire Saint-Augustin pour le cégep. Puis là, j'étais en sciences, fait que là, j'aimais la nature, la biologie, des choses comme ça, microbiologie, ben dis garde. En biologie, il n'y a pas de débouché, fait que je vais m'en aller en agronomie, tout le monde travaille, puis il y a tout ce que j'aime là-dedans. Fait que je suis parti en agronomie à l'Université Laval. Fait que j'ai fait un bac. Après ça, pendant que je faisais mon bac, j'ai commencé à faire des maîtrises, dans le fond, même en 3e année de l'université, là, j'avais commencé à faire des parcelles, prendre des données, tout ça. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise. Puis c'est pendant que je faisais ma maîtrise, là, j'ai commencé à travailler pour le vrai. Là, je n'étais plus des livres. J'ai travaillé dans les serres à l'université. Puis là, qu'est-ce qui a ouvert les portes pour Pata Dolbec, c'est que j'ai fait un travail pour Nutrit dans le temps. Nutrit avant que ce soit Synagri. Donc, là, dans ce temps-là, les GPS commençaient. Ils commençaient en 1997-98. Donc, Pata Dolbec. Moi, mettons, là, j'étais à l'UTO en 95. Puis le professeur qu'on avait, là, c'était Jacques Denis qui s'appelait. Il nous parlait des GPS. Mais le GPS, pour lui, les 3 lettres voulaient dire gestion des parcelles par satellite. Ça commençait dans ce temps-là. Dans ce temps, c'est Global Positioning System. Mais la gestion des parcelles par satellite. Ouais, OK. C'était pas ça. On va finalement être un peu dans le champ. Mais écoute, quand tu étais à Kansas City, ton père travaillait dans quel domaine, en fait? Ben lui, il faisait des radiographies dans un hôpital, là, d'un radiologiste. Puis il n'aimait pas vraiment ça. Fait que il a décidé de devenir chiropraticien. Fait que il est allé étudier là-bas. Ils ont tout vendu ce qu'il y avait à Saint-Anne-des-Monts. Puis on est monté là-bas dans notre Pinto avec rempli de bagages. Puis on est allé vivre là-bas pendant 3 ans. OK. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'était pour étudier en chiropratie à Kansas City. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait en Pinto, c'est dangereux. Là. Faut pas que tu te fasses rentrer dans le derrière. Là. C'était le confort, ça, là. C'était lettre dans le top, c'est encore lettre aujourd'hui. Mais c'est quand même pas pire que là, aujourd'hui, que ben là, tu étudié en agronomie, mais tu sais que ta famille immédiate n'était pas là-dedans, pantoute, t'es pas dans l'agriculture, là, d'après ce que je peux comprendre. Oui, mais je pense que c'est un choix raisonné, là, dans le sens que, oui, j'aimais l'agriculture parce que mon père, là, il avait un grand jardin, puis ma mère aimait faire les fleurs et tout ça. Puis il faisait son jardin avec un tracteur, un petit tracteur. Fait que c'était quand même assez grand, là. Fait que, puis moi, j'aimais aller dans le bois, puis j'aimais la pêche, puis j'aimais la nature, puis donc, quand tu aimes quelque chose, tu veux travailler là-dedans, hein? Puis c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé là, qui se rapprochait le plus de mes intérêts, puis mes envies en même temps. Ah, OK. Bon, puis là, c'est ça, là, t'es allé à l'Université de Laval, tu as fait un travail de recherche, un petit peu. Essaye de retrouver à quoi que tu l'as fait, parce que où est-ce que ça t'a fait découvrir En fait, je te l'ai pas dit. Non, ça, OK. OK, je pouvais pas l'oublier. Semblable aussi. Ouais, j'ai fait une maîtrise là, en bioclimatologie, dans le fond, là, puis en physiologie végétale. C'est le fonctionnement des plantes, si tu veux. Là,
Fait que ça m'a permis de comprendre plein des affaires. Entre autres, j'ai fait des statistiques, là. Fait que c'est les statistiques qui m'ont amené à travailler chez Nutrit puis à trouver ma job plus tard. Fait que c'est vraiment ça qui a été le déclencheur, là. Donc, ouais. Parce que, tu vois, là, quand les GPS ont commencé, oui. Ils ont installé, il y avait quelques producteurs au Québec qui ont installé des capteurs de rendement sur des récolteuses de patates. Puis là, le projet, c'était, regarde, il y a des capteurs, mais ça, en même temps, on va prendre des échantillons de sol, puis là, on va corréler le rendement avec les échantillons de sol et tout ça. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en ayant quelques notions de statistiques? Ben, j'allais creuser dans la terre, prendre des échantillons de sol. Après ça, j'ai pris des rendements, j'ai tout corrélé ça ensemble. J'ai fait un beau rapport pour Nutrit. Puis on est venu présenter ça ici chez Patate Delbecq à Vital Béliveau, que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été important ici, là. Puis qui s'est vraiment cliqué. Il a trouvé que c'était une bonne job. Puis c'est pour ça que un an plus tard, je travaillais ici, là. Ils m'ont recruté. OK, ils t'ont recruté. Fait que chez Nutrit, avais-tu travaillé là ou t'as fait rien qu'un stage chez Nutrit? Ben, c'est juste un stage d'été, dans le fond. OK. Donc, je me suis fait connaître pendant ce stage-là. Puis, à un moment donné, il y a du monde en cravate qui sont arrivés dans le laboratoire. Moi, j'étais en sarrau, puis ils m'ont dit, viens-t'en, on va aller dîner. Puis le lendemain, j'avais un job. Fait que, ça a commencé comme ça, avec ce petit rapport-là. Hey, tabarouette, OK. Fait que t'as fait un travail quand même assez ça coche, on veut, si t'as ouvert les yeux à Delbecq d'une manière de parler, là, mais... je l'ai fait... C'était quand même un beau rapport parce que c'était quelque chose qui était pratico-pratique. Oui. Tu vois, le résultat, dans le fond, là, Vital, il savait déjà les réponses de ce que j'avais présenté, sauf que j'avais mis ça en chiffres puis en graphique et tout ça. Puis, ça parlait vraiment beaucoup. Donc, ça confirmait là, de ce qu'on se doutait. Là, le pH, la matière organique, le phosphore. Puis, à quel niveau que ça influence le rendement, puis quelle variété, tout ça. C'était vraiment intéressant. Puis, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Là, on parle de quelles années à peu près? 98. 97, le Nutrit, puis 98, j'ai commencé ici. OK, tabarouette, OK. Fait que c'est pour ça, 25 ans, là, ça fait OK. C'est ça, ça fait 25 ans. J'ai pas travaillé à nulle part d'autre dans ma vie, dans le fond, encore. Ben, encore. J'ai pas eu la à nulle part, mais... Non, ben, j'imagine que si t'es là depuis 25 ans, c'est parce que t'es quand même bien traité, là, tu sais. Ben, écoute, faut se le dire, c'est une belle compagnie, là. Ils sont vraiment proches des gens ici. C'est une grosse compagnie. Puis pour un agronome, là, c'est vraiment stimulant de travailler ici parce que quand on prend des décisions, ça a vraiment des gros impacts. T'es là, puis c'est le fun d'accompagner une grosse compagnie comme ça, oui, mais qui ont aussi, ils veulent s'améliorer. Donc, tu gères du volume, tu gères beaucoup de choses, mais les contraintes sont énormes, mais aussi en même temps, on a beaucoup de ressources. Puis on a une direction qui sont ouvertes au changement. Puis donc, peut-être plus tard on va en parler, mais il y a vraiment beaucoup d'investissements, entre autres en recherche, puis en toutes sortes de choses là, qui se fait ici. Donc, qui fait que vraiment sont beaucoup axés vers l'avenir. Donc, c'est vraiment le fun pour les agronomes de travailler ici pour ça. Ouais, fait que j'imagine que c'est pas le genre d'entreprise où ils prononcent les 7 pires mots à prononcer en affaires. On a toujours fait ça comme ça. Ouais, non. On dit jamais ça ici ou presque. C'est ça, c'est en plein ça. Une mauvaise journée peut-être. Good. Là, après ça, tu as été à l'emploi de Patate Delbecq. Est-ce qu'ils t'ont mis dans un programme de recherche ou t'ont donné des petits jobs ou ben non, c'est sûr que c'était avec le temps ou est-ce que tu as commencé à en apprendre un peu plus, mais tu sais, au début, c'est quoi que tu as commencé à faire là?
En fait, au début, j'étais encore avec l'Université Laval. Il y avait un partenariat entre Dolbec et l'Université Laval. Donc, ils faisaient affaire avec l'université. Puis moi, j'étais un professionnel de recherche temps plein chez Dolbec, dans le fond. Donc, je faisais le pont entre les chercheurs et le producteur pour s'assurer que l'information passe, puis que les améliorations se mettent en place, puis que les pratiques se fassent. Donc, tout ce qu'on... Puis aussi, moi, je donnais du feedback aux chercheurs. Fait que c'est quoi les vrais besoins des producteurs? Fait que j'amenais puis en travaillant les protocoles pour que ça veuille dire quelque chose, puis pour que les résultats soient applicables aussi, là. C'était important. Fait que c'était pas mal mon rôle. OK. Puis toi, t'as fait ça combien de temps, mettons, le pont entre l'université puis ton employeur actuel? 15 ans. Ça fait 15 ans. Puis après ça, plus 10 ans là, comme agronome après ça. Donc, les 10 autres années, là, c'était comme agronome. OK, fait que tu as été longtemps quand même à l'emploi comme D2. T'avais-tu une paye aussi de l'Université Laval ou juste de... Non, c'était juste l'Université Laval au début, mais mon bureau, c'était chez Dolbec. J'ai une maison à Saint-Ubalde. J'allais jamais à l'Université Laval, dans le fond. OK. J'étais tout le temps chez Dolbec, là, tu sais. Donc, c'est un win-win. Eux, ils investissent en recherche, mais en échange, j'ai quelqu'un à temps plein qui travaille sur le projet et autres projets connexes. Fait que c'était moi ça. Ah, ben, correct. Fait que là, aujourd'hui, tu es juste à l'emploi. Là, ton chèque de paye arrive de Patate Dolbec, c'est ça? Ah oui, mais maintenant, je suis le directeur qualité agronomie. Fait que on est plus dans la gestion puis qu'avant. Là. Avant, j'étais plus en recherche, puis maintenant, je suis plus en gestion. Ouais. OK. Puis les projets de recherche que tu as faits, est-ce que ça couvrait pas mal? C'était tout le temps par rapport aux pommes de terre ou tu as touché aux autres cultures aussi que Dolbec font? Ouais, depuis 25 ans, c'est incroyable tout ce qu'on a fait comme projet. J'ai travaillé avec tellement de chercheurs puis de centres de recherche. Là. Encore aujourd'hui, on fait affaire encore avec des chercheurs, là, puis écoute, présentement, là, ce qui est intéressant, on travaille beaucoup avec les microbiomes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là. C'est les micro-organismes. Vous prenez des échantillons de sol, tout le monde prend des échantillons de sol, mais puis là, vous prenez des textures aussi, vous prenez d'autres choses comme données, mais il y a aussi les micro-organismes dans le sol. Micro-organismes, là, quand on dit je vais mettre du lisier ou je vais mettre un autre fumier ou je fais une rotation avec un engrais vert avec 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces, mais puis là, ça fait augmenter la vie dans le sol. Mais ça veut dire quoi, ça, augmenter la vie dans le sol? Mais nous autres, on le mesure. Oh, OK. Donc, fait que là, tu dis, ben là, je vais mettre 2 espèces. Ah, c'est bon marché. Je vais regarder les micro-organismes, comment ça se développe, en bien ou en mal. Est-ce que les pathogènes augmentent? Est-ce qu'ils baissent? Là, je rajoute des espèces. Est-ce que ça change quelque chose au bout de la ligne ou je fais juste rajouter des espèces? Ou des combinaisons avec différentes façons des pratiques culturelles différentes. Tu changes ça, puis là, tu mesures tes micro-organismes dans le sol, comment ils vont réagir. Donc, si tu fais des bons coups, tu peux les voir réagir pour que quand ça va bien dans un bord. Puis quand tu fais quelque chose de mal, ou tu vois tes micro-organismes s'en aller plus vers des pathogènes, des choses comme ça. Donc là, tu vas t'attirer des maladies. Fait que nous, on gère les champs. De plus en plus, on fait juste commencer, là, mais on veut vraiment là, réussir à gérer les champs, mais pas seulement avec des données d'échantillons de sol, mais aussi des micro-organismes. Donc, puis le projet actuel, c'est que c'est parce que pour gérer ça, il faut que ça prend des gens qui connaissent ça pour analyser ça. Donc, une plateforme web, des experts qui vont analyser, qui vont te transmettre des rapports, puis tu vas te comparer aux autres. Donc, comparé aux autres, si tu as 2 sols pareils, mais tes micro-organismes sont différents, c'est vers quoi il faut que tu ailles pour améliorer ton sort. Tu sais? Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, les pommes de terre,
il reste que c'est quand même. Le terrain est quand même pas mal travaillé d'une certaine façon. Puis c'est pas dans les champs dans lesquels qu'on a l'habitude de voir des engrais verts, mettons. Peut-être aujourd'hui, ça commence un peu plus, là, mais souvent, il me semble que ici, dans le coin, il s'en cultive un peu de la pomme de terre. Puis souvent, le sol, il reste à nu longtemps. C'était un peu ça dans le temps. Je sais pas si toi, Sylvain, je sais pas si tu as des patates dans ton coin là, qui se cultivent. Oui, il y en a quelques-uns, là, pas beaucoup. Là. Mais dans les micro-organismes, les mycorhizes, c'est-tu dans la famille des Un micro-organismes? champignon, ça. Oui, c'est plus un un champignon. champignon. Ouais. Je sais Oui, qu'il y en là, a qui en parlaient. Les mycorhizes, ça en fait partie. Puis là, je parle de centaines là, d'espèces là, de micro-organismes, tellement qu'eux, ils regroupent en groupes. Mais on fait des engrais verts, on fait 2000 acres d'engrais verts cette année, mais c'est difficile de mettre des engrais verts en même temps que les pommes de terre. Non, ça marche pas. On va en mettre avant, après, mais pendant, c'est pas parce qu'on n'essaye pas, là. On a essayé un petit peu avec un petit peu on a fait du seigle là, à travers des pommes de terre. Mais une fois qu'on rend chose, on détruit tout. Là. Oh, non, ça marche pas. On détruit tout. Mais de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est que les plants viennent gros puis qu'ils ferment les rangs comme il faut. Puis là, il n'y a plus de soleil qui touche au sol après ça. Là. Fait que il n'y a plus grand-chose qui pousse. Donc, c'est complètement noirceur en dessous de ça. Pour moi, de la vue dans le sol, c'est surtout quand tu es capable de voir les cabanes de vers de terre quand tu bats ton soya. Mais c'est ça, tu sais. C'est pas mal ça, là, ça s'arrête aux vers de terre, des cabanes de vers de terre, mais tout le restant de la vie qu'il y a dans le sol, on n'a jamais mesuré ça, on ne le sait pas, on ne la voit pas, c'est tellement microscopique là, ce qui passe là-dedans. Mais c'est intéressant ce que tu racontes, là, d'être capable d'aller mesurer tous les micro-organismes que tu peux trouver dans le sol. Fait que là, j'imagine qu'avec des engrais verts, bon, 1 ou 2 espèces, as-tu vu des différences? As-tu vu une augmentation de rendement par rapport à ça? Ben, on a vu, on a fait des essais avec des biostimulants. Parce que des biostimulants, il y en a quelques-uns à vendre, hein? Puis finalement... on va se le dire, c'est des produits à forte marge aussi. Ouais, puis c'est plate pour ceux qui en font des bons, là, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a qui s'improvisent là-dedans parce que c'est probablement de l'argent vite fait, là. Tu sais, un petit mélange, là, puis... mais c'est rare que quelqu'un m'arrive avec des données et dit « Regarde, j'ai essayé ça des patates. Puis ça a fonctionné. » Puis quand on monte un pourcentage, ça a augmenté de 50% mes rendements. Ils viennent de me perdre là parce que il y en a 2 autres qui ont passé cette semaine, puis eux autres aussi, ça a augmenté de 50%. Je suis rendu à 150% d'augmentation là, cette semaine dans mes rendements. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il faut vraiment être plus critique, puis prendre en compte tous les aspects, dans le fond, de la culture. Donc, c'est pas une one size fit all puis que ça marche à tout coup. Il faut savoir pourquoi quelque chose fonctionne puis dans quelles circonstances. Lorsqu'on prend lorsqu'on utilise je partais pour dire micro, Guillaume, voyons. Des biostimulants? Biostimulants. Quand on utilise des biostimulants, c'est pas toujours... on l'a calculé, puis c'était quand même assez décevant. Fait que, parce que peut-être que ça fonctionne dans d'autres circonstances, puis c'est ça qu'il faut trouver. Puis dans quelles circonstances ça fonctionne. Fait que c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas arriver et dire à quelqu'un, tiens, mon biostimulant, essaye ça. Il dit, ben, essaye-le, mais faut que ça fonctionne. Voici la recette pour que ça fonctionne. Là, j'embarque, tu sais. Parce que tu as fait tes devoirs et tout ça. Puis, parce que sinon c'est juste... Ça fonctionne pas tout coup. Non, c'est ça. Mais souvent, il amène tout le temps... Ben, quand il vient de le présenter, ça a tout le temps une augmentation de rendement. Mais ça ne veut pas dire que ça va vraiment se refléter. C'est ça qui arrive. Là. Exact. Je ne sais pas si parce que je sais que toi, tu fais de l'arrosage à forfait, Sylvain. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en fais proposer ou des clients qui te le demandent. Ah, là, tu fais te proposer ça, puis peut-être qu'on penserait peut-être l'arroser ou je ne sais pas. Il y en a qui en ont, l'entreprise avec qui on travaille, là, ils en ont fait essayer, puis ils nous en ont fait appliquer
juste pour voir si ça avait un impact ou pas. Je ne peux pas dire les résultats encore, je ne sais pas. On ne les connaît pas, là. Mais mettons qu'il y en a des produits, là, il ne faut pas que ça soit au soleil, aussitôt que tu l'as, il faut que tu le mélanges. En tout cas, ça devient compliqué à gérer des fois, là. Ah ouais, tabarouette. Ouais. Ah oui, ben c'est vivant, hein? Ouais. Donc, tu sais, la théorie est là. En pratique, ça devrait fonctionner. Il y a pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas tout le temps, là. Des fois, ça doit fonctionner. C'est juste la façon que c'est amené puis vendu, peut-être, le problème aussi, là. Il faudrait peut-être que ce soit plus... En tout cas, moi, j'ai pas de bonne expérience jusqu'à date, là. C'est plutôt pitché dans ma cour, puis tu essayes ça. En tout cas... Ouais. On a d'autres choses à faire, là. Il faudrait que tu m'aides un peu plus que ça, là. Ils ont grande terre, eux autres, ils vont dire oui. Habituellement, c'est le contraire. On n'a pas le temps, pour des essais. Non, c'est ça. Puis là, c'est de faire une stripe, l'arroser une stripe, puis de peser la stripe, tu sais. Ah oui. Mais ça, c'est ça aussi. Il faut que tu prennes un protocole qui est bien fait, puis qui est... faut pas que tu dises « Ah, c'est vrai, j'aurais dû prendre ça comme donnée, je n'ai pas pris assez grand, on va recommencer l'année prochaine. » Bon, c'est une perte de temps. Fait que, tout ça pour dire, c'est pas juste les biostimulants, mais c'est en général, là, c'est bon d'avoir des indicateurs puis des protocoles qui fonctionnent. Ouais, c'est ça. Bon, là, aujourd'hui, là, t'es rendu comme... T'avais-tu d'autres projets de recherche que tu voulais nous jaser avant de s'en aller un petit peu plus loin? Peut-être... je sais pas ce qu'on a parlé tantôt, là, avant qu'on vienne en ondes, là, mais on avait une idée de traiter à taux variable les dorifores. Les dorifores qui est les bébites à patates, là. Oui. Ouais. Donc... il existe des systèmes, soit par soufflerie ou par aspirateur, qui est non chimique. Mais c'est pour en avoir déjà eu, il y avait ça ici chez Patate Delbecq dans les années 80. Puis c'est quand même quelque chose qui est ardu. Puis pour une grande superficie, c'était très peu utilisable, mais l'utilisation à taux variable de produits, là, ça peut être quand même une bonne avenue. Ça mérite d'être étudié. On a sur l'arrosoir ce qu'on appelle des Exact-Apply ou des buses là, à puce. Oui. Donc, ça nous permet si on était capable de géoréférencer toutes les bébites dans un champ, on pourrait y aller très localisé parce que les dorifores, ces petites bêtes-là, ils ne se tiennent pas nécessairement partout dans le champ en même temps. Ils vont sortir du bois au printemps, ils vont être sur le bord du champ, puis des fois, ils vont les envoler, puis il va y avoir des petites infestations un peu partout, là, ici dans le champ, là, puis c'est pas à grandeur. Donc, ça fait mal au cœur d'arroser un champ au complet. Fait que c'est sûr que si on était capable de mapper ou de photographier les dorifores en continu sur un arrosoir, par exemple, au fur et à mesure qu'on avance, puis qu'on puisse traiter au fur et à mesure les dorifores à taux variable, on réduirait là, vraiment beaucoup là, les applications. Puis ça serait vraiment, vraiment efficient. Ouais, ça prendrait comme des espèces de radars un peu pour aller détecter les bébites sur les feuilles, dans le fond, là. Ouais, on avait commencé le projet avec l'INRS, puis finalement, les fonds ont tombé. Puis là, c'est l'INO qui ont commencé ça, l'Institut national de l'optique. Donc, on se parle de temps en temps. Là, ils sont là-dessus. Là, je suis moins impliqué parce qu'ils font leurs propres affaires, puis qu'ils vont. Mais l'idée vient quand même là d'une idée qu'on avait sortie ici. Puis j'essaie de les enligner là, pour que ça soit vraiment adapté aux producteurs aussi, là, pour que ça soit applicable. Donc, si on veut que l'arrosoir, par exemple, on veut qu'elle roule à 14 km/h, par exemple. Puis là, les caméras, ils sont sur l'arrosoir, puis ils photographient en continu lorsqu'ils avancent. Puis il faut que le traitement se fasse instantanément. Donc, contrairement au drone, il faut que tu mappes un champ au complet, tu fasses tes cartes, tu sortes tes bébites, puis ça, tu renvoies ta carte à l'arrosage. Là, oublie ça, là.
Non, parce que quand tu vas être prêt à aller arroser, les dorifores vont changer de place. Ah, ça se peut. T'sais? Ça se peut. Parce que là, si tu as les caméras directement sur la machine, un peu comme le laser à taux variable, là, avec, c'est quoi, des green seekers, je pense? Exact. Fait que, je sais pas, tu sais, je dis ça de même. Est-ce que la chlorophylle de la plante change quand elle se fait manger par des bébites? Tu sais, si c'est le cas, ça serait peut-être plus facile de même. Je dis ça, je dis rien, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, là, je viens de pondre une idée de même, là. En tout cas, si jamais ça marche, je vais prendre 50% des autres. Non, c'est pas vrai. Le pire, c'est qu'ils ont pensé aussi. Ouais, j'imagine. J'en ai des bonnes. Ben, la technologie avance tellement vite. Oh, oui, ça va vite, là. Il va y avoir quelque chose qui va être disponible pour faire du spot comme ça. Là. Ben, l'intelligence artificielle, là, c'est tellement. C'est rendu une commodité, là. Dans le fond, là, ce qui nous arrête, c'est les budgets, là. Puis, les projets qui sont priorisés, c'est ceux qui sont rentables pour quelqu'un qui a quelque chose à vendre après avoir fait l'algorithme, dans le fond. Là. Si tu fais un algorithme et tu réussis à diminuer des produits de 40% au Québec au complet parce que tout le monde peut se l'acheter puis que c'est quelque chose de très facile à utiliser puis qu'il n'y a pas d'abonnement, rien. Mais qui va le supporter, qui va le clienter? Fait que tous les projets qui fonctionnent pour l'instant, c'est ceux qui ont des revenus par après, qui ont des revenus après avoir fait l'algorithme. Là. Donc, c'est sûr que ce côté-là, ça demande quand même à être subventionné si on tient vraiment à avoir un impact sur l'agriculture durable au Québec. Là, fait que c'est des choses comme ça qui ne sont pas payantes pour le producteur à financer, parce que ça coûte trop cher, mais vraiment un gros impact là, que tout le monde utilise. Là. C'est ça. Comme là, il a commencé à avoir des arroseuses. Des fois, on va passer des vidéos qui spottent les mauvaises herbes, qui fait rien qu'arroser les spots de mauvaises herbes. Ouais. Ça a l'air de rien, mais sur un champ, si tu arroses rien que 10% au lieu de l'arroser à 100%, ça fait une méchante différence. Là. Fait que c'est sûr que ça va. Les compagnies pharmaceutiques vont vendre moins de stock. Mais nous autres, ça va coûter. La machine va coûter plus cher, tu sais. Oui. Ça prend des beaux grands champs pour faire ça. Là. Ouais, la machine, elle roule un peu là, pour que ça vaille la peine. Là. Ici, ça va bien. Simple acide, c'est d'autres choses. Oh, c'est ça. Good, mais c'est quand même un beau projet de recherche, là. Veux pas là, ce que tu nous parles de là. Fait que. Non, mais c'est comme on disait, la technologie avance tellement vite. T'sais, le gouvernement voudrait bien qu'on les réduise, les pesticides, mais le gouvernement ne fera rien. C'est la technologie qui va l'amener. Ouais. En tout cas, c'est quand même une façon évidente là, que ça peut aider, là, mais ça coûte tellement cher à développer. Là. Non, c'est ça. Une fois que la roue est partie après ça, une fois qu'elle va être, mettons, mise en marché, après ça va avancer vite, mais c'est rien du point A jusqu'à la mise en marché. C'est là qui est raide. Puis une fois que ça marche, il faut que tu le vendes. Pas tout le monde va embarquer là-dedans la première année. Là. On va le checker aller, là, puis mec, que ça aille mieux, on l'achètera. Puis les prix baissent aussi avec le temps. On le voit, mettons, rien que le prix des TV. Quel prix qui était dans le temps, puis au prix aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme TV? C'est la technologie, elle vient. Plus qu'elle avance, moins qu'elle est chère, souvent. Plus disponible, en tout cas. Plus disponible, oui. Ben, à un moment donné, c'est parce que tu es capable de faire baisser tes coûts de production. Exact. Fait que, tu sais, quand ça commence à marcher, tu l'envoies en Chine, ça coûte moins cher. C'est tout le temps de même. Hein? Toujours eux autres qui finissent par faire tout. Ben oui. Good. Bon, hey, mais. Puis des projets du genre chez Dolbec, en faites-vous plusieurs en même temps ou vous pognez un problème, ben pas un problème, mettons, une recherche, vous concentrez là-dessus ou ben non, vous en faites plusieurs en même temps? Ben, dans le temps, là, quand que j'étais professionnel de recherche, j'en faisais beaucoup, là, dans tous les domaines. Fertilisation et tout, là, les grilles, là, phosphore, là, c'est fait en partie ici, ça. Avec Léon-Étienne Parent, là, les grilles de fertilisation en phosphore dans la pomme de terre, là.
c'était fait ici, en grosse partie. Il y a le... On a parlé de caméra puis intelligence artificielle, mais au centre d'emballage, là, c'est la même chose. Là. Ils ont développé là, un algorithme là, qui aide à trier les patates. Là. Il y avait déjà sur une machine, mais elle n'était pas assez performante. Ils ont engagé une compagnie, puis ils se sont mis sur le cas, puis ils vont monter là, l'efficacité de la machine. Là. Donc, moins de pertes. La machine va mieux trier, puis il va y avoir moins de pertes de patates. Fait que, c'est une commodité, puis c'est quoi ton idée? Dans le fond, c'est quoi l'idée? Ils sont capables de le faire. Là. Faut que tu trouves le monde pour le faire aussi. Puis, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Il y a du monde compétent en masse. Ça, c'est assez surprenant. Ouais, ouais. Il y a du bon monde pour faire ça. Puis, ça prend du temps et de l'énergie. Puis, ouais. Ouais, parce que comme des trieurs, mettons, pour les grains de soya, t'as qu'à avoir un petit jet d'air pour sortir le grain du crible, des affaires de même, là. Il y en a dans tous les domaines. Là. J'ai vu passer une vidéo l'autre fois. Je pense que c'est des patates, pas des patates, des tomates cerises. Puis tout ce qui est à verre, mettons, ils sortaient ça du lot. Les petites palettes là, qui passaient, là, tu sais, c'est toutes des œils magiques. Puis ils te vont montrer ça en image, mettons, en ralenti. Mais quand ils envoient ça à vitesse normale, là, Christ, tu vois rien passer, là. C'est rapide en tabarouette, l'œil magique, tout, puis... Ah oui. Moi, j'avais eu la chance d'aller voir un des entrepôts d'une compagnie de semences, que lorsqu'il y avait des retours de semences avec le refuge dans le sac, là, des fois, tu as un grain d'une couleur qui est différent pour montrer le refuge. Là. Pour montrer le refuge. Ben, quand ils reviennent, les sacs, ils ne peuvent pas les revendre de même. Parce que des fois, la qualité ne sera pas là ou ils ne peuvent pas garantir s'il va arriver de quoi. Ben là, ils mettaient ça sur un convoyeur, puis il y avait un bras avec un œil magique qui sortait le grain. D'autres, ils l'appelaient le chicken. Là. Ça prenait le grain, puis ça le sortait. Ça prenait le grain vert qui était toutes les roses. C'est ça. C'est incroyable. Puis ensuite de ça, chez Patate Dolbec, vous faites combien de variétés de pommes de terre au total? Ben, ça varie autour de 25-30. OK. Ouais. Chaque pomme de terre a leur particularité? C'est ça. OK. Ouais. On a besoin de toutes ces variétés-là parce que on a les primeurs, donc on a besoin des variétés qui vont pousser vite puis qu'on va pouvoir récolter en juillet. Après ça, ça prend toutes les couleurs, tu sais. Ça prend des jaunes, des blanches, des longues, des petits creamers, là, les petites patates, là, des petits grelots, là. Oui, des patates grelots, là. Oui. Ben, tu sais, il y a des variétés exprès pour ça, là. Oui. Ouais. Puis, dans chaque couleur, il y a plusieurs variétés là-dedans, là. Tu sais, une couleur, c'est pas une variété, là. Donc, tu sais, il existe peut-être 10 000 et plus variétés dans le monde de pommes de terre, là. Fait qu'on a besoin, puis il y en a qui s'entreposent bien, il y en a d'autres qui sont plus belles, il y en a d'autres qui sont plus fermes, il y en a d'autres qui perdent moins d'eau en entrepôt, il y en a d'autres qui sont résistantes à certaines maladies, parce qu'il y a des maladies, il y en a tellement, là, qui s'attaquent aux pommes de terre, puis on a besoin de toutes ces variétés-là pour fonctionner. Ouais, c'est vrai que dans les revues, mettons, comme le Bulletin des agriculteurs ou des revues de genre, des publicités pour des fongicides qui vont dans les pommes de terre, il y en a une puis un autre, là. Ben, le problème, c'est que les pommes de terre, c'est de l'amidon puis de l'eau. Fait que c'est une boule d'énergie. Puis il n'y a pas juste les humains qui les aiment, là, ces pommes de terre-là. Il y a les micro-organismes aussi, les bébites, puis les bactéries, puis les champignons, ils se font bouffer de toutes les... Puis ça l'affecte aussi l'apparence, puis... On a des maladies qui affectent l'apparence, on a des maladies qui affectent le rendement, l'entreposage. Puis en plus, ils sont sensibles aux blessures. Si tu manipulé pas bien, ils vont faire des pops, ils vont casser, ils vont fendre, c'est épouvantable. Puis en plus, ils vont perdre beaucoup d'eau dans l'entrepôt, ils vont ramollir, ils vont germer. C'est extrêmement dur de garder une pomme de terre longtemps. Donc, c'est vraiment tout un défi.
Puis c'est pour ça qu'on a investi vraiment beaucoup là, dans l'entreposage, puis la gestion des pommes de terre au centre d'emballage. Parce que, justement, pour être capable de gérer tout ça, parce qu'on vend des pommes de terre, là, on garde nos pommes de terre 12 mois par année. Oui. Ouais, fait que on arrive en août, septembre, puis on a encore nos pommes de terre l'année passée, là, l'année d'avant. Puis ils sont presque aussi belles que quand on les a récoltées, à cause des technologies qu'on a mises dans les entrepôts. Oui, parce qu'un entrepôt pour les entreposer les patates, tu sais, ça me semble que ça contrôle l'humidité, ça contrôle la température, puis il n'y a pas un gaz aussi qui est injecté pour les conserver aussi, les pommes de terre dans l'entrepôt? Je me trompe peut-être, remarque, là? Il n'y a pas vraiment de gaz, là, mais le problème, c'est que les pommes de terre, là, c'est vivant, puis ça respire, puis ça dégage de la chaleur. Si vous faites un tas de pommes de terre quelque part, donnez-y une journée, puis ça va être un tas de compost, il va chauffer, là. Puis, fait que ça demande vraiment beaucoup de ventilation à la récolte parce que les pommes de terre chauffent. Mais quand ils chauffent, ils respirent, ils vont évaporer beaucoup d'eau. Puis, faut que tu leur donnes aussi beaucoup d'eau. Faut que tu satures quasiment l'air pour diminuer la différence d'humidité entre ta pomme de terre et l'air. Mais il faut pas trop des ventiles parce que tu vas les sécher. Puis, puisqu'ils perdent 2-3% d'eau le premier mois, après ça, ils vont perdre 1 ou 2% pendant le restant des mois, même si l'humidité est à 100%. Donc, le temps est contre toi, là. Fait que les nouveaux entrepôts qu'on a faits, là, c'est vraiment là, pour contrer ça. Là, c'est dans des boîtes. On a 2 entrepôts avec il y a 16 000 boîtes de 2800 livres là-dedans. Puis on dirait des arénas. Quand vous arrivez à Saint-Hubert, là, vous allez voir, là, c'est comme 2 arénas face à face. Là. Là-dedans, c'est rempli de boîtes de patates. Donc là-dedans, il y a l'équivalent de 800 camions de pommes de terre. Là. Puis ça, c'est notre réserve pour l'été. Là. Donc, puis ça nous permet d'entreposer là, dans les meilleures conditions les pommes de terre à l'année. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où est-ce qu'il se vend plus de patates que dans d'autres moments? Oui. Je peux pas te garantir que chaque année est pareil, là, mais habituellement, les vacances, les temps des fêtes, les campings, les patates au four pour les barbecues. Il y a tout le temps des variations, puis mais il y a des variations. Puis tout dépendant de quelle sorte, là, les Rossett là, au four, là, ben, c'est plus sur le barbecue. Après ça diminue un peu. Là. OK. Oui, ça varie. OK. Puis au McDonald's, ils prennent ça encore de la Idaho? Ben, Idaho, ça, c'est une marque de commerçant. OK. Je pensais que c'était une variété de patates. Non. En fait, c'est une marque enregistrée par l'État d'Idaho. Donc, ça peut être, je pense, plusieurs variétés. Donc, qui peut être une Idaho. Donc, ça ne garantit pas nécessairement ce que je pense, là, ce que tu achètes. En fait, c'est une recette et puis ça peut être quelques variétés. Là. Mais elle vient des États-Unis d'Idaho, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. On n'a pas le droit d'être contrôlé ou préservé, là, quelque chose de genre. Là. C'est ça. Nous, on n'a pas le droit d'emballer sous le nom d'Idaho ici. Ouais. OK. Ben, j'avais écouté une émission, je pense, à Canal Historia, qui disait que c'était des pommes de terre Idaho, je pense, qui prenaient chez McDonald's. Mais là, au Canada, ils font des promotions sur le truck qui est écrit qu'ils prennent tout ça des producteurs canadiens. Fait que c'est sûrement pas de la Idaho, dans le fond, les pommes de terre, là. Ben, au McDo, c'est principalement de la McCain. L'usine est au Nouveau-Brunswick. OK. Puis c'est principalement des producteurs là, de la région. Donc, c'est principalement une variété, là, la Rossett Burbank, qui a au-dessus de 100 ans d'âge, hein, cette variété-là, qui est encore utilisée aujourd'hui. OK. Ouais. Il y en a d'autres aussi, mais c'est la principale, puis c'est la variété la plus produite en Amérique. Ah ouais? Hey, ouais. Puis parlant de McDo, on dit-tu un frite ou une frite? Une frite. Toi, c'est une frite. C'est ça. Toi? Moi, j'aime mieux le gâteau, je prends la frite au complet. La frite, c'est une frite? Une frite.
Non, parce qu'il y en a dans les coins de Québec qui appellent ça un frite. Ça se dit mal, je sais pas, là. C'est une frite, me semble. En tout cas, ça c'est une repos, là. Moi, j'aurais une question. Yes. C'est quoi les différents marchés que vous fournissez? Pommes de terre de table, probablement, puis toutes ou... Ben, c'est principalement à la table, là, donc en sac, en magasin, en épicerie. Là. C'est principalement ça. Donc, si vous allez vous promener chez Costco, vous allez voir nos boîtes là. Vous allez chez Métro, vous allez voir nos sacs là. Donc, on a différents magasins. Là. Puis, c'est principalement en sac, en épicerie. Okay. Je ne vous dis pas qu'on n'en voit pas un peu ailleurs aussi. Là. C'est un peu de transformation, mais c'est marginal. C'est principalement de l'ensachage pour les épiceries. Ouais. OK. Donc, on ensage, puis c'est sûr ça fait beaucoup de rebuts, là. Ça ferait il y a beaucoup de pommes de terre qui sont pas emballées à cause de leur apparence, puis fait que c'est sûr qu'on a ça à gérer aussi. Non, ça, il y a quand même... Ils sont pas tout emballés non plus. Non, il y a quand même passablement perte. Là. Comme tu disais, c'est un produit qui est vivant. Donc, tu sais, comme dans du maïs, par exemple, quand il est sec, ben justement, il est sec. S'il fallait que tu le gardes humide, tu aurais pas mal de pertes aussi, hein? Vous seriez découragé de voir la quantité de pertes qu'on peut avoir là, juste à cause de l'apparence. Là. Donc, les critères de beauté aujourd'hui, là, faut se le dire, ça nous nuit. Là. C'est sûr que moi, mon but là, en tant que directeur qualité et agronomie, il faut que j'aille le moins de pertes possible. Donc, il faut que je réussisse à tout ce que je produis soit de qualité emballable. Parce que, jeter le 6, 10, 20% de notre récolte, là, c'est pas écologique non plus. Là. On ne veut pas ça. Malgré qu'on essaie de trouver des débouchés, mais en premier lieu, on veut tout emballer notre production. Puis des fois, c'est vraiment fâchant parce que elle paraît belle pareil, mais elle est juste pas assez belle pour être Canada numéro 1 ou Canada numéro 2 pour être emballée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est c'est pour ça que la distillerie a été développée là, pour justement là, répondre à un besoin de gestion des patates déclassées. La vodka de patate. Yes, sir. Ah. C'est ça, dans le fond. Parce qu'on a déjà entendu parler de ça, de la vodka de patate, mais on n'avait jamais vu. Enfin, il en existe. Made in Québec. Mais de la vodka, c'est pas nécessairement des patates, hein, c'est principalement fait avec du maïs. Mais la vodka de patate, il faut se le dire, là, ça fait quand même de très, très bonne vodka. Ouais. Puis ici, là, on fait de la vodka de patate avec une variété en particulier. Ils ont fait des tests. Puis il y en a une variété qui donnait un goût supérieur. Donc, c'est tout le temps cette variété-là qui est utilisée pour faire la vodka de patate, qui est utilisée dans les différents produits. OK, fait que les patates avaient chaque patate avait son goût différent une fois rendu en alcool. C'est ça. Donc, tu peux pas prendre... Ça dépend quelle sorte de produit vous faites, mais pour les produits que nous, on fait, bon, ben, la variété a été choisie expressément pour son goût. Ouais. Ah ouais, crème, c'est hot, pareil. Fait que la patate est pas belle, mais bonne. Tu sais, c'est... Ah. Moi, c'est ça que j'apporte chez nous, là, des patates pas belles, là. Donc, tu sais, ça fait pareil, là. Ouais. Puis en plus, ils sont gratis. C'est ça. Mais c'est pas mon travail. Il faut que j'écoute pour voir si son... Il faut que je fasse des tests culinaires. Toi, tes patates, tu manges-tu avec du beurre ou de la margarine? Je pense que j'ai pas de margarine chez nous. Non. J'ai tout le temps du beurre. Ouais. On pourrait appeler producteur de lait, ouais. Était, mais il n'y a rien de meilleur comme du beurre, là. Ah oui. Ben, beau être un producteur de soya et tout, là, mais il y a des affaires qui ne changent pas, là. Ouais, mais c'est vegan, de la margarine. Un autre sujet, s'il vous plaît? Si, mon acte. Pas toi avec. Non. Il y a ça de Georges Larac, là. OK. Qui? Good. Mais là, dans l'alcool, vous faites combien de variétés d'alcool? Je sais qu'on ne parlera pas du distillerie.
c'est un peu en dehors de ton département, si on veut, là, mais parce que vous en avez une coupe de sorte, je crois. Mais là, maintenant, il y a des. Bon, il y a le gin zesté, épicé, herbal, floral. Il y a deux aussi vodka. Une au seigle, à base de seigle, l'autre aux pommes de terre. OK. Donc, les deux ont des goûts différents, hein? Vraiment. Là. Ben, moi, j'ai un peu de misère avec ça, l'alcool. J'ai tout le temps eu l'impression, tu sais, quand tu prends une gorgée, ça me brûle l'œsophage. On dirait que j'ai de la misère, ça goûte tout pareil pour moi. j'ai jamais eu de plaisir, on aurait dit, à prendre ça. Tandis que là, maintenant, c'est le gin que j'avais essayé pour le fun. Puis ça m'a pas brûlé l'œsophage. Puis là, j'ai dit, ah, OK, c'est bon. Mais dans les autres alcools, j'aime mieux quasiment le mélanger. Je peux rester, j'ai de la misère. J'ai bien de la misère avec ça. Ben, le gin herbal est fait avec l'alcool de patate. OK. Donc, celui-là, là, pour essayer celle-là. Puis, il y a la vodka de patate aussi. Donc, c'est plus doux que c'est vraiment plus doux. Là. Ça fait pas de vapeur dans la gorge là, comme le traditionnel gin dans le temps. Là. Beefeater, là. Non, c'est pas comme ça, pas en tout. Ouais, le Deck Hyper, là. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus... puis il y a vraiment plus de goût. Même la vodka a du goût, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ah, good. Fait que c'est disponible dans toutes les SAQ? SAQ. Puis là, ça dépend toujours des gérants des SAQ. Ils ne sont pas toujours dans toutes les SAQ. Mais c'est sûr que si vous le demandez, puis ils peuvent en faire venir. Là. Sinon, si vous passez à Saint-Hubert, il y a la distillerie ici, là. Parce que vous pouvez arrêter d'en acheter. Là. OK. Oui, c'est ça. Dans le fond, vous avez une boutique, là, un peu comme j'avais été. Moi, où c'est que ça s'appelle? Colique. La bouteille est là. La Mielerie King. Oui, à Saint-Félix-de-Kinsey. Eux autres, ils font... Ben, c'est de l'alcool à base de miel, comme du rhum qu'ils appellent l'apirhum. Comme lui, vois-tu, il est écrit apirhum, la colonie. Oui. Il y a une coupe d'alcool qu'ils font, eux autres, à partir de miel. Là. Fait que c'est le fun de découvrir des distilleries faites que le monde font à partir de leurs produits. Puis, il y a une petite bifurcation, mettons, vers l'alcool. Mais si ça vous intéresse, là, il y a des visites là, de la distillerie. Là. Donc, il y a des visites organisées. Là. Donc, tout est structuré, puis vous allez en apprendre sur la distillation, puis les produits. Là. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est ça que j'irais pas aller voir ça, juste par curiosité. Ouais. Comment ça fonctionne? Tu sais, t'as tout le temps vu, mettons, dans un film, d'alambic dans une garde-robe, là. Mais comment ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas. C'est de voir, tu sais, toutes des grosses cuves. On est allé voir une... cet été, on est allé dans un vignoble. Mais tu sais, j'étais arrivé de là, on a checké ça, mais je n'ai pas plus compris. Là, non. C'était peut-être un peu plus complexe. Je ne sais pas trop. Il y a des procédés là-dedans. Parce que je ne l'ai pas fait. T'sais, moi, il faut que je le fasse pour le comprendre. Me l'expliquer, j'ai bien de la misère. Faut expliquer longtemps. Faut expliquer longtemps. Le mieux, c'est de le voir. Bon, exact. Ouais, c'est ça. Organisez-vous un groupe, là, puis allez faire la visite. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Un groupe podcast agricole. Ben oui, on pourrait faire ça. On pourrait demander à quelqu'un pour être notre chauffeur désigné, comme, mettons, Jean-Philippe. Ben oui. En fait. Il faudrait qu'il redescende par chez nous pour remonter par de chez Ouais, c'est ça. Pas sûr qu'il y a trop rapide. Ben, s'il fait ça, il va faire mauvais. Parce que lui, quand il passe à la route, quand il y a de longue route à faire, il fait tout le temps mauvais. Écoute, Philippe, tu nous l'as dit avant qu'on commence à enregistrer, vous cultivez combien de grandes terres chez Patate Dolbec? Ben, c'est pas loin de 10 000 acres de terre. Puis là-dessus, on fait presque 4 000 acres de pommes de terre. Puis sur les 4 000 acres de pommes de terre, il y en a 300 acres qui est en semences. Donc, on produit notre propre semence. Là. Vous faites un peu du binrun? Vous faites un peu de binrun?
De bin run. Non, c'est vraiment une industrie à part, la semence. Là. OK, non, du bin run, dans le fond, c'est qu'on prend un peu notre soya pour le ressemer, par exemple. Du soya qui est dans le silo, puis on le resseme. Mais c'est pas ça que tu fais, là. C'est ça que je te dis, c'est complètement une industrie à part. Là, c'est fait exprès pour être de la semence. On réutilise pas nos pommes de terre pour aller en semence, là. OK. Je pourrais y revenir, là. Je vais finir mes ancrages. Il y avait... des fois, on fait un peu de sec pour la distillerie. Donc, on fait 50-100 arbres de seigle d'automne. On fait du blé d'automne. On fait du soya. Donc, ça, on en fait 3000 arbres. Ensuite, 2000 arbres de là, ça varie toujours, d'engrais verts. Puis, environ 6 à 800 arbres de maïs, là. Donc, maïs, on en fait pas. On en fait un petit peu moins que si on compare au reste, là, parce qu'on est limité dans nos degrés chauds aussi. On est à côté là, sur le bouclier canadien en haut, puis on peut pas. Le maïs ne pousse pas tant en haut. Là, fait que on reste sur le bord du fleuve, dans nos meilleures terres, puis on monte un peu au nord, puis à un moment donné, ça commence à être moins rentable. Fait qu'on s'en tient où c'est plus rentable, là, puis. Mais, quand tu parles de 2000 acres en engrais vert, est-ce qu'il est en engrais vert durant toute la saison? La plupart, oui. Parce que je sais qu'il y en a un autre qui a passé au podcast, par exemple, Louis Pérusse. Lui, avec des producteurs de pommes de terre, justement, il y a des producteurs qui font un an complet avec des mélanges d'engrais vert, puis l'année d'après, ils font des patates. Après ça, ils font un an d'engrais vert, un an de patates. En tout cas, d'après de ce que j'ai compris, je pense que c'est un peu de même qui fonctionne. Mais tu sais, pour que tu laisses une terre en engrais vert pendant une année, avant de faire ta pomme de terre, c'est parce qu'il doit y avoir une augmentation de rendement quand même assez significatif pour que tu sautes un an de revenus sur cette terre-là. Là. Ah, c'est évident, là. Ça fait toute une différence. Là. Ah oui, tant que ça. Oui. Puis ça vaut vraiment la peine de le faire. Puis nous, on a tous les types de sols, mais les années que c'est un an complet en engrais vert, c'est calculé notre affaire. On sait pourquoi qu'on le fait. Mais si on fait ça dans un autre sol à côté qui est plus riche, qui voit. Parce que c'est l'eau qui fait faire beaucoup de rendement dans les pommes de terre, surtout. Puis lorsqu'on réussit à faire augmenter la matière organique puis à avoir une meilleure rétention d'eau, ça bénéficie vraiment beaucoup aux pommes de terre. Okay. Mais si on fait ça dans une terre qui est déjà très, très riche, puis on y met aussi des engrais verts pendant un an, puis on revient en pommes de terre, là, on peut avoir des excès d'eau, des lenticelles qui viennent hypertrophier, on peut avoir des vers fil de fer, des hannetons, toutes sortes de bébites aussi qui vont se nourrir de ces matières-là, qui vont attaquer nos pommes de terre, qui vont faire des défauts. Là. Donc, on le fait des fois dans des bonnes terres fertiles, mais c'est un mélange peut-être un peu différent un peu aussi. Là. Mais dans les sols plus pauvres de sable, qui sont typiquement pommes de terre, là, qu'on voit, souvent, ces terres-là sont engrais verts toute une année. On enfouit ou on laisse en surface, puis là, on va enfouir à l'automne. Ou des fois, on revient une deuxième année de rotation, puis on va semer le soya directement dans l'engrais vert, dans le chaud, sans RC, rien. Puis, c'est ça. Donc, tout dépendant. Là. Puis, des fois, on va semer l'engrais vert après les pommes de terre, quand on a le temps à l'automne. Ça, c'est un autre mélange. Puis, là, on essaie d'en faire avant de semer les pommes de terre pour avoir un couvert végétal pendant que les patates se lèvent pour diminuer l'érosion. Puis, à un moment donné, quand il faut renchausser, on détruit tout, mais au moins, ça fait sa job pendant un bout de temps au printemps. Fait que là, cette technique-là, il reste à améliorer. Mais c'est quand même assez difficile de faire des engrais verts en même temps que les pommes de terre parce que, justement, oui, on peut faire des pommes de terre sans trop bouger le sol, mais on se ramasse avec des maladies.
la rhizoctonie, d'autres choses, des manques à lever, des patates croches. C'est sûr qu'une pomme de terre qui pousse dans un sol bien aéré, ça fait des belles pommes de terre, ça fait plus de rendement. Tu n'as plus pour l'argent que tu as mis dedans dans ton sol. Fait que c'est ça. L'engrais vert, on travaille avec ça. On essaie d'en mettre le plus possible où ce qu'on peut. OK. Mais encore là, le projet que j'ai dit tantôt, c'est microbiome, mais ça fait toute partie de ça. Là. Quand on fait une action, on va falloir le mesurer puis voir vraiment l'impact de nos actions. Est-ce que c'est correct ce qu'on fait? Puis, faut-tu faire quelque chose différemment? Donc, on essaie de calculer vraiment nos actions pour être capable de mieux travailler. Là. Puis, ça fait combien de temps que vous avez commencé à implanter pas mal d'engrais verts dans vos champs? Ça fait pas tellement longtemps. Ça fait 5-6 ans. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, je te dirais. Là. De plus en plus, on veut planter des engrais verts, là, mais ça fait pas tant longtemps que ça. Mettons, moi, la première fois que j'en ai semé, c'était en 2015. Mais il faut qu'on aille l'automne aussi pour ça. Là. Tu sais, des automnes, des fois, là, après le soya, là, on a de la misère à sortir le soya du champ. C'est pas le temps d'aller se promener là-dedans avec une semeuse non plus. Là. Non. Tu sais, mais vois-tu, puis après ça, en 2018, je crois, 2017, j'ai commencé à faire du semis du couvert végétal. C'est la première année que j'ai fait ça. Ouais. J'en ai fait 2 ans. Depuis ce temps-là, j'en ai surfait. Il me semble que oui, mais c'est pas tous les ans. Tu sais, autant 2018, 2019, semer des engrais verts, il fallait l'oublier. 2020, il mouillait quand même assez souvent à l'automne. Dans le blé d'Inde, il s'est mis à faire beau, mais tu sais, à la dernière minute. Ouais. Mais tu sais, c'est pas toujours évident, mais tu sais, on en somme, tu vois un gain, là, tu veux continuer, mais ça prend la météo aussi qui collabore d'une certaine façon. Là, c'est la partie qui est vraiment pas évidente. Mais tu sais, malgré une pommes de terre, si tu en récoltes au mois de juillet, on s'entend que tu as quand même du temps. Tu vas avoir une belle plage à un moment donné pour pouvoir en semer. T'sais. Dans le soya, quand tu récoltes, dépasser l'action de grâce, quand il mouille, ça ne sèche plus bien. C'est ça. Fait que si on plante, si on sème au printemps, c'est pas le même mélange qu'après les pommes de terre, puis c'est pas le même mélange qu'en septembre. C'est certain. Donc, c'est pas toujours le même objectif non plus. Là. Donc, mais les pommes de terre, ça a quand même une plus-value à la vente. Là. Donc, tu fais augmenter ton rendement juste un petit peu, puis ça vient de payer ta culture de rotation que tu n'as pas faite. Tabarouette à ce point-là. Ben, c'est bon. Ah oui, mais il faut qu'elle soit toute vendable, par exemple. T'sais. Oui, non, on s'entend. Là. Si tu sommes un engrais vert et que tu récoltes des patates remplies de verre fil de fer, là. Ouais, c'est ça. Mais quand tu en sommes le printemps des plantes de couverture, c'est-tu parce que tu vas semer des patates, c'est prévu que tu vas les semer plus tard en saison? C'est-tu pour ça? Si j'ai plante avant les patates, que je sème avant les patates? Ben, en fait, c'est pour gérer l'érosion éolienne, là, parce que qu'on veut faire ça. Parce que quand on plante des patates, là, on herse avant, puis avant que les patates, puis on herse vraiment pas mal. Là. Ouais. Fait que là, quand que les pommes de terre lèvent, ça prend du temps, là, ça prend 4-6 semaines là, avant qu'il y ait un petit plan. Puis ça prend quasiment 1 mois et demi avant que tu aies un plan qui a de l'allure là, qui va empêcher l'érosion. Là. Fait que c'est sûr qu'avoir un petit couvert végétal jusqu'à la levée, jusqu'au renchaussage, ça peut être intéressant. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on travaille, mais là, c'est sûr que ça vient nuire, là, peut-être aussi nos herbicides, là, qui sont des herbicides là, dans le champ natif et tout ça, là, donc ça peut être plus compliqué. Là. Donc, ça fait partie de nos défis. Là. Donc, aussi, ça peut remplacer peut-être les herbicides. Là. Fait que c'est un objectif qu'on a, là, de mettre une plante de couverture, semer des patates, renchausser, à la dernière minute, les renfermes, plus de lumière au sol, pas de nouvelles herbes, puis tu te rends jusqu'à la fin, ça serait donc bien merveilleux.
OK. Ouais, ça pourrait arriver. Hein. C'est de trouver le Mais- bon mélange. Ouais, puis les bons sols, tout dépendant de ce que tu as comme mauvaises herbes, là, c'est pas toutes les espèces de mauvaises herbes qui vont se laisser faire. Là. Fait que, c'est un peu tout ça. Là. Oui, oui. Puis les rotations, ça ressemble à quoi au juste? Parce que là, avec le seigle, le blé d'automne, le soya, le maïs, les patates, tu sais, semez-vous des patates sur l'ensemble de vos terres? Non. Non? Il y a des terres qui n'ont jamais vu de patates OK. parce que c'est tout simplement trop lourd ou trop rocailleux ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, si t'as des roches de la grosseur d'une patate, là, ça va faire. Il n'y aura pas grand patate dans le sac de 10 livres, mettons. Il va être pesant le sac pour peu de patates. Bon, t'es sec. En tout cas, ils pourriront pas ceux-là. Ou trop argileux. Trop argileux, ça amène trop d'eau, les patates n'aiment pas ça, puis ça fait des mottes, puis les mottes, ils vont rentrer en contact avec les patates, ça va les blesser, ça va faire des petits trous. Fait que, ça va pourrir en entrepôt, fait que t'es pas d'avance. Fait que c'est souvent des sables, là, parce que quand tu récoltes, tu vas tamiser tes pommes de terre, tu vas les séparer avec le sol, c'est sûr que du sable, ça va bien. Okay? Ouais. Mais c'est moins productif. Donc, ce qui est mieux, c'est vraiment l'eau sableux. Donc, ce qu'on fait, c'est des rotations, là, comme dans les semences, on fait 2-3 ans rotation, 1 an pour la terre. On fait toutes sortes de choses. On fait 3 ans rotation, 1 an pour la terre, 2 ans rotation, puis 1 an. Puis, où ce qu'on irrigue principalement. Donc, on fait 1 an pour la terre, 1 an rotation. Donc, où ce qu'on irrigue, on ne fait pas d'autres cultures, on fait juste des engrais verts et des pommes de terre. Donc, OK, où est-ce que tu irrigues dans le fond? C'est parce que la terre est vraiment là, elle ne retient pas l'eau, là. Ben, il y en a des meilleurs que d'autres, mais on se dit, on va en bénéficier pareil quand on va récolter l'année d'après, là. Fait qu'on va moins irriguer, puis on va moins se battre contre la nature, là, tu sais. Fait que c'est toujours avantageux de faire des longues rotations. Et puis même pour couper les maladies, là, les dorifères, il ne faut pas oublier qu'eux autres, ils couchent dans la terre hein, pendant l'hiver, puis ils ressortent au printemps, puis ils ont faim. Fait que si tu leur joues un tour, puis tu changes de champ, puis tu changes complètement de région, les pommes de terre, ils vont vraiment avoir de la misère à se nourrir, puis tu vois vraiment une population baisser drastiquement quand tu fais des bonnes rotations. Fait que c'est vraiment important de faire ça. Là. C'est la base d'une bonne pratique, là. C'est de faire des bonnes rotations comme ça. Puis dans nos semences, c'est vraiment, là, sont plus longues, là, parce que là, on a d'autres choses à contrôler là, dans les semences. On a des volontaires qu'on appelle. Là. C'est les patates des années d'avant qui vont repousser. Fait que il faut être certain que ça ne repousse pas. Fait qu'on fait des plus longues rotations aussi pour empêcher ça, pour qu'il n'y ait pas de mélange de nos semences. Des pommes de terre biologiques, il s'en fait-tu? Il s'en fait beaucoup dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il s'en fait au Québec, oui. Il s'en fait au Québec. Il y en a qui réussissent bien. Puis, mais c'est quand même des petites superficies. Là. Je parle de 100 acres et moins, peut-être. Là. Puis, mais dans l'Ouest, là, il y a vraiment plus de volume. Là. Principalement parce qu'ils réussissent à contrôler le mildiou, qui est notre ennemi numéro 1, qui est dans les pommes de terre, se traite en préventif. Oui, mais eux autres, dans l'Ouest, il y a un climat plus sec. C'est ça. Fait que ça les aide. Puis, ils ont beaucoup moins de dorifères que nous autres. Puis, ils utilisent aussi leur culture commerciale pour protéger leur culture biologique. Donc, ils vont semer autour du commercial puis du biologique de milieu. Fait qu'ils vont protéger là, contre certains insectes et maladies en traitant le tour de leur culture. Puis, avec ça, puis bien du savoir-faire aussi, ils réussissent à faire quand même un bon travail. Au Québec, c'est un peu plus difficile. Des petites superficies, ça se fait. C'est moins risqué aussi. Tu veux dire, ton gérant de banque il n'est pas trop nerveux là, quand t'en fais grand, puis t'es biologique, puis tu risques de ton argent, puis tu sais que t'as pas
pleinement le contrôle sur le médio, puis tu n'as pas pleinement le contrôle sur des dorifores. Puis d'autres maladies là, qui vont affecter l'apparence et toutes sortes de choses. Là. Puis la conservation d'entrepôt et tout. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis là, c'est les germes aussi. Hein. Il y a les produits biologiques contre les germes, ça existe plus ou moins. Ça existe, mais ça fonctionne plus ou moins. Fait que, c'est plus risqué. Pour l'avoir essayé quelques années, on savait, on avait mis une partie du centre d'emballage en biologique, on l'achetait à l'extérieur, puis on emballait. Donc, il fallait laver la fin de semaine, le centre d'emballage. On emballait les produits d'un autre, puis on vendait, quoi, c'était une palette ou deux par semaine. Avec comme ça. Par contre, peut-être que le marché était plus ou moins prêt dans ce temps-là, puis ça se vendait pas tout. Fait que, peut-être non plus que les épiceries, c'est pas la meilleure place pour vendre ça non plus. Tu sais, ouais, comme un Super C, mettons, par une épicerie peut-être un peu plus spécialisée. Mais dans les champs où est-ce que tu fais 1 an d'engrais vert, puis après ça, 1 an de patates, est-ce que tu pourrais mettre un label, mettons, agriculture régénératrice? Ben, on remarque que dans ce dossier-là, il s'organise au Québec là, la filière pomme de terre. Puis ce regroupement-là fait que ça va regrouper la plupart des producteurs du Québec qui veulent s'améliorer, puis qui veulent partager leur savoir-faire. Donc, dans la filière, tu vas avoir des gens qui vont vouloir vraiment partager leurs connaissances, puis on va avoir aussi des chercheurs là-dedans, des transformateurs. Donc, comment ça fonctionne, c'est que Christian Dionne, excellent producteur de pommes de terre, a trouvé une façon de défaner les pommes de terre mécaniquement sans aucun produit. Il sait comment faire, développe la méthode comment faire, représente ça à la filière. La filière va montrer aux autres comment faire. Il va y avoir un suivi des producteurs, leur dire comment exactement pour réussir, comment faire le procédé. Puis dans le fond, répandre les bonnes pratiques. Fait que si engrais vert plus pomme de terre, on découvre que c'est vraiment la meilleure pratique, je te dis pas que ça va s'appeler régénératrice ou quelque chose, là, mais au moins, je sais pas quel nom qu'on pourra leur donner, là, mais l'idée, encore une fois, c'est de mesurer les impacts de cette rotation-là, puis d'en parler aux autres. Mais c'est sûr que ces filières-là, au bout de la ligne, ils vont vouloir aussi promouvoir les bonnes actions des producteurs de pommes de terre au Québec. C'est un peu aussi l'objectif, là. Mais avant de le dire, on va le faire. On va s'assurer d'avoir des bonnes pratiques avant de commencer à... Ah, mais c'est sûr, c'est correct. Puis, quand que vous faites de l'irrigation, là, est-ce que tu vas te puiser directement dans la rivière? Oui, c'est dans des rivières. OK. Comme toi, dans ton coin, c'est la rivière Sainte-Anne qui est là? On a la rivière Sainte-Anne, on a la rivière Batiscan. OK. On puise de l'eau, oui. Donc, dans ces deux rivières-là. Puis, dans les champs où tu fais 1 an d'engrais vert, est-ce que tu vas irriguer pareil? Ou tu vas irriguer juste pour les patates? On n'irrigue pas l'engrais vert. OK. Non. Mais la plupart des pompes sont utilisées toutes les années ou presque. Ben, je te dis pas que c'est pas impossible. Là. Si on fait... c'est pas impossible, mais c'est jamais arrivé encore. Donc, l'équipe vont plutôt s'attarder aux pommes de terre. Là. Ils n'ont pas mal aussi. On est rendu pas loin de 1500 acres irrigués. Donc, on a un plan là, d'augmenter à chaque année pendant 10 ans. Là. Puis l'objectif, là, c'est d'aller chercher un moins 2000-2500 acres. Là. Donc... Puis ça, c'est-tu comme un peu comme dans l'Ouest, un pivot central, puis ça tourne en rond? Ben, c'est des pivots. C'est des pivots, puis ils ont des pivots, mais il y en a qui ont des petits bras articulés au bout, là, qui vont plier là, pour faire les petits raccoins des champs. Là.
Puis il y en a même qui vont laisser tomber des morceaux de rampe là, pour pouvoir faire... qui vont se détacher pour faire une partie plus étroite du champ. Ouais. Fait que, il y a toutes sortes de modèles, là. Parce qu'on sait pas quelque chose qui est commun de voir, mais tu sais, dans l'Ouest, il y en a. Aux États-Unis, il y a une partie qui est plus désertique un peu, on en voit. Puis, eux autres, les champs, t'as fait pour ça. Tu sais, c'est des champs d'un 1000 par 1000, divisé en 4. Fait que dans chaque carreau, tu mets un pivot là-dedans, puis c'est tout cultivé en rond. Mais tu sais, quand tu joues dans les settings du GPS, là, tu as l'option pour aller en rond là-dedans. Oui. Mais tu sais, de la manière que les champs sont faits de 1 pour s'égoutter, parce qu'on a trop d'eau à gérer. Fait que c'était toutes des planches étroites, faites sur le long. Ouais. Puis c'est un peu pour ça aussi que le nivelage, là, c'est un phénomène québécois. C'est de la manière que les terres sont faites. Ouais. Ben, aussi, les terres ont été boulées dans le temps. C'est pour faire des planches rondes, des dos d'âne, là, quasiment. Là. Fait qu'on répare un peu les erreurs du passé, mais c'est pour ça qu'on nivelle comme ça. Dans l'Ouest, t'as un carreau de terre, puis cultive là-dedans, contourne les ronds frais, puis on n'a pas la même mentalité. Les terres n'ont pas été faites de la même manière non plus. Là. Mais eux sont en canton, sont en carré. D'autres, on est en cignerie, on est en rectangle bien long. Fait que si on n'était pas. Fait que si tu n'en as pas une coupe de coller après l'autre, ça fait. J'ai fait dans un travail de recherche, mettons. Quand j'ai passé quelquefois à Choix Radio X cet été, il fallait que je parle à un moment donné des Pays-Bas parce qu'il y avait beaucoup de manifestations là-bas. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné, j'avais en avant de moi la carte. Il y avait la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Puis quand j'ai vu les champs, je dis « Oh! OK! Je pense que tous les champs, le système seigneurial, il est inspiré des Pays-Bas. Parce que les autres, pourquoi que ça s'appelle les Pays-Bas? Cultivent en bas du niveau de la mer. Ouais. Les planches sont étroites et longues. En France, en Allemagne, partout, tu sais, ils cultivent où est-ce que ça donne, on dirait des trapèzes, c'est tout croche. Tu sais, c'est tout croche. Mais aux Pays-Bas, allez voir ça sur Google Maps, là. Les planches sont toutes étroites et longues. On peut prendre des mesures, puis d'après moi, ils marchent en arpent, eux autres, ici. Des ça 3/4 d'arpent, des affaires de même, ça ressemble pas mal à ici, je te dirais. Fait que, parce que dans la conquête du Nouveau Monde, les Hollandais étaient là-dedans. On n'en parle jamais, mais ils étaient là. Il y avait les Français, les Britanniques, mais il y avait les Hollandais aussi, là. C'était tous des commerçants. Manhattan, ça appartenait aux Hollandais. Ouais. Fait que, d'après moi, il y a eu beaucoup d'inspiration des Pays-Bas pour les formes de terre qu'on a ici. Puis les systèmes d'irrigation, on essaie de s'en servir le plus possible. Fait qu'il y en a là-dedans qu'on peut les déplacer là, d'un champ à l'autre. Donc tu as des bases là, un peu partout, là, puis tu les transportes, puis tu les tasses à côté. Là, fait que tu peux utiliser le même système, la même pompe pour deux endroits différents. OK, la même pompe, mais pas tout le setup au complet avec les roues, puis... Oh oui! Ah oui! Tu prends tout le setup, là, puis tu le tasses, puis là, tu le mets sur une autre base, mais en dessous de la terre, le tuyau, il sera là. Okay? OK, c'est ça, c'est tout souterrain, hein? Ouais, c'est souterrain. OK. Puis c'est la pompe, mais tu fais juste tourner des valves pour aller d'un pivot à un autre à la place ou quelque chose du genre, là. Bon, en tout cas, c'est de la pompe. En tout cas, c'est... ben, c'est grosseur, quoi, il me semble qu'il y a 75 forces, 125 forces. Et 250, mais il est séparé en deux pompes. Là. Fait que c'est quand même... Puis quand tu vas pomper à même une rivière, ça te prend-tu des permis du ministère de l'Environnement? Ben oui. Pas aller... Ouais, j'imagine, hein? Ils ne resteront pas aller jouer là-dedans pour le fun, là. Ouais, ma collègue Juliette Lévesque, qui est agronome aussi ici, là. Puis c'est tout elle qui a fait les demandes. Fait que ça prend du temps, de la patience, de la rigueur, tout ce qu'elle a. Elle a tout réussi ça. Fait qu'on a tous nos permis pour chaque prise d'eau. OK. Oui. Faut-tu aller creuser dans la rivière pour ça? Comme un petit bassin, puis... Oui, il faut des études biologiques. Les grenouilles, les poissons, les...
OK. Pour les débits, il y a toutes sortes de choses, là, l'impact. L'impact sur la nature, sur les humains, sur tout. Les poissons des chenaux. Fait que, Rivière-Saint-Anne, les poissons des chenaux. Fait qu'il y a tout ça à tenir compte avant d'aller puiser dans une rivière. Là. Tabarouette. OK. Mais ça doit être une tonne de paperasse, pareil, là, surtout pour le gouvernement, là. Ah, c'est incroyable. Ça doit, hein? Le gouvernement, mais nous autres aussi, là. Oui, non, ben... Tabarouette, OK. Ah, mais ça, parce que ça, je pense qu'à Saint-Léonard d'Aston, il y en a des pivots. Mais à part de ça, tu sais, il n'y a pas tant que ça, là. Je suis dans ton coin, je sais pas. Notre-Dame-de-la-Paix. J'en ai vu, là, pour la première fois, il y a un producteur de patates dans ce coin-là. OK. Il y a là. Puis l'autre place que j'en avais vu, c'était sur des gars de production de tourbe. Tourbe de gazon, là. Ah ouais, OK. Impressionnant, là. Parce que je suis pas sûr, je pense que Sylvain Reynaud, il y a un champ où il y a un système d'irrigation. Oui. Puis je me demande, c'est pas souterrain, lui. Oui. Il est souterrain, je pense. C'est des tuyaux dans le sol. Notre-Dame-de-la-Paix, là, c'est ça qu'il a fait, lui, là. Puis il y a des lacs de transfert. OK. Parce qu'il y a des parcelles qui sont trop loin de sa puise d'eau. Fait que là, quand les pompes, ils ne marchent pas pour irriguer, ben, il s'en sert pour remplir ses étangs. Même chose, le gars de gazon que j'avais vu, là. Ah ouais. Incroyable. Tabarnak. Un peu comme les gars de Canneberge qui ont le bassin de rétention d'une certaine façon. Là, probablement. Ils essaient de récupérer un peu l'eau qui applique, là. La gestion de l'eau dans les patates, c'est tout, là. On a essayé de travailler sur la forme des buts. Ça paraît niaiseux comme ça, là, mais juste la façon que tu fais la butte et la pomme de terre là, peut influencer la quantité d'eau retenue dans le temps. Donc, la quantité de soleil qui va aller dessus, l'évaporation et tout ça. Si tu fais la butte un peu différente, tu vas retenir plus d'eau, plus grosse, plus d'eau. On fait un petit creux dans le milieu pour que l'eau de pluie tombe dans le milieu de la butte et qu'elle s'en aille vis-à-vis des pommes de terre. Donc, tout le design de la butte est important. On a travaillé sur des buttes doubles aussi. Donc, on va prendre 2 plants, puis les mettre sur la même butte. Donc, pour avoir un plus gros volume de terre encore. Parce que chaque fois qu'on fait une butte, on isole, on expose la terre au soleil puis à l'air, puis on crée de l'évaporation. Plus gros c'est la butte, mieux que c'est. Donc, on a essayé de faire des buttes doubles. Donc, des plus gros, des buttes géantes. Comme faire des grands jumelés, si on veut? Ça ressemble à ça. OK. Mais il faut renchausser entre les 2 plants sans les chercher de la terre entre les deux. C'est quand même assez touché. Donc, non, il y a du travail à faire là aussi, dans la gestion de l'eau. Oui. Puis la machine pour aller récolter des patates en rang jumelé, entre parenthèses, est-ce que ça marchait bien pareil? Ben, c'est sûr que ça prend une récolteuse 2 rangs, là, pour récolter 2 rangs. Là, nous, le problème, c'est qu'on a des 3 rangs, puis on a 2 rangs, mais on a des 3 rangs aussi, là, puis des 4, tu sais. Fait que c'est sûr que ça prend la récolteuse qui va avec, là. Tu parlais que la gestion de l'eau, peut-être technique un peu, mais tu as une idée à peu près, c'est quoi la quantité d'eau que ça prend pour avoir une livre de pommes de terre, de patates? Ou c'est trop technique un peu? Là? C'est technique un peu. Ça en prend. Mais, tu sais, parce que là, je pourrais te dire en millimètres par semaine, tu sais, de pluie, là. Si vous me donnez 25 mm, 1 pouce par semaine, là, tout l'été, là, c'est parfait. Ouais, t'en demandes pas mal. Ouais. Tant pis pour les campings, là, mais nous autres, ça reste. Ah non, je fais pas de camping. Moi, à un moment donné, c'est parce que moi, c'est le contraire. Hein, je suis pas dans le sable. Je suis dans l'argile, c'est trop Rosalie. Fait que 1 pouce par semaine, là, et ça va affecter les rendements un peu plus. Là, ça paraît, la terre retient l'eau, là. Moi, je crains pas mal plus un excès d'eau que du temps sec, mettons, là. Ouais. Tu sais, une journée, 2 jours, 1 pouce, samedi, dimanche, là, puis il fait beau le reste de la semaine. Fais ta job, puis c'est de l'eau en masse.
Ah, c'est ça qui arrive. Ça sèche tellement vite que c'est ça qui arrive. Ouais, mais c'est ça, tu sais, dans le sable, ça retient moins l'eau. Dans la grosse terre forte, c'est vraiment c'est jour pas la nuit, là, tu sais. Mais le truc, c'est ça. Le truc, c'est que faut que ton plan se développe rapidement. Puis quand tu rends chose, il faut vraiment que les rangs soient fermés après ça. Parce que là, tu viens de brasser la terre puis exposer la terre à l'air puis au soleil. Mais dans la semaine qui suit, là, si ton rang peut fermer puis que les plants se touchent, là c'est complètement à l'ombre en dessous de ça. Là, ça garde son eau. Là, t'es bien parti. Ta saison est bien partie. S'il pleut, il peut mouiller, il peut pleuvoir un pouce aux 2 semaines, puis ça va être correct dans certains sols. Là, ça va pardonner. Dans ce cas-là, faut pas qu'il y ait le dorifort pour faire des trous puis que la terre voie le soleil. Dorifort, puis toutes les autres maladies qui s'attaquent au feuillage, qui vont laisser passer le soleil, c'est le début de la fin. Quand le plant commence à tomber puis à avoir des maladies, ben là, tout s'ensuit. Là. Et puis quand, question même pour la semence, là, est traitée, mais tu tues pas mal plusieurs sortes d'insecticides sur la semence de pommes de terre, par exemple? Ben, elle peut être mise sur la semence ou dans le rang, l'insecticide. Donc, en semet, là, un peu comme un pop-up liquide, par exemple, là? Ouais. Mais il y a beaucoup plus de contraintes qu'avant là, pour ces affaires-là. Donc, c'est des produits qui sont beaucoup plus réglementés aujourd'hui, puis c'est rendu vraiment plus difficile à faire. Ça prend des... en tout cas, ça prend des recommandations, puis... Dans le fond, c'est parce que c'est vraiment plus des néoniques que tu vas mettre sur les pommes de terre pour les protéger, par exemple. Dans la famille. C'est ça. C'est ça. Dans la famille des néoniques, puis là, ça prend une justification agronomique, je veux dire, là, pour pouvoir en appliquer. Là. D'où tout notre projet de dorifort, la détection du dorifort là, à taux variable là, avec des caméras. Où est-ce qu'on pourrait tout gérer ça par après. Donc, avec une bonne rotation, puis des applications au besoin, ça ferait pas mal plus de sens. Parce que ça, les dorifores, quand que tu vas arroser pour ça, souvent, c'est un néonique que tu vas arroser, qui est dans l'arroseuse, dans le fond, là. Non, on n'en utilise pas sur le feuillage. Là. OK, donc, c'est vraiment plus dans le sillon. Ouais, on a à peu près 3 à 4 produits là, qu'on peut utiliser. Donc, puis on n'utilise jamais le même 2 fois. Donc, on essaie de contrôler la résistance parce que si ça arrive, on peut être mal pris assez vite. Là. On l'a déjà connu une fois en 95. Donc, il faut vraiment travailler comme il faut. Pour gérer la résistance. Okay. Ouais, parce que ça peut placer vite, pareil, des bêtes. C'est pas long de créer de la résistance. On parle à 2 à 3 générations par année. Là. Oui. Ça va assez vite. Good. Écoute, Philippe, je te remercie énormément de nous avoir parlé de toi puis de l'entreprise où est-ce que tu travailles. Écoute, pour la production de pommes de terre, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas pour toi, Sylvain. Oui, c'est toujours bien intéressant d'apprendre comment est-ce que les choses se font. Ouais. Tu connais pas, là. Ben, c'est ça. Tu sais, toi et moi, on est producteurs de grains et acéricoles aussi. Là. Ouais. Fait que, mais d'en apprendre un peu plus sur une production, tu sais, qu'on en mange plusieurs fois par semaine. Ah, au Québec, là, c'est un des légumes qui est le plus consommé, je pense bien, là. Puis à toutes les semaines. Ben oui, c'est ça. Puis, d'en apprendre un peu plus les modes de conservation, les variétés que vous faites, l'alcool. Faut vraiment qu'on se réserve un temps pour qu'on puisse aller visiter ça. Je pense que ça va être assez intéressant. Oui. On pourrait se monter un petit groupe. Peut-être faire ça, là, un petit groupe avec les podcasts, puis d'aller voir ça. Là, on va essayer d'organiser de quoi, je pense, là, au courant de l'hiver, là, avant les sucres. On va essayer. Avant les sucres. Un énorme merci à Philippe de nous avoir tout représenté ça. Merci à toi aussi, Sylvain, d'avoir été mon co-animateur pour ce podcast-ci. Merci de l'invitation.
Ben, ça m'a fait bien plaisir. Puis, en tout cas, j'espère que tu as aimé ça. Beaucoup. Yes. Puis pour toi aussi, Philippe, j'espère que vous avez bien aimé ça. Et pour tout le monde, bien, je vous souhaite, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et partagez sur vos réseaux autant que possible pour faire connaître le podcast. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Salut!